Dimitri Pavlenko. Il y a 25 ans, Raymond Depardon signait un magnifique documentaire sur les Afriques, comme il disait, qu'il titrait « Comment ça va avec la douleur ?» Alors je lui emprunte l'expression ce matin à propos de l'hôpital. Comment ça va avec la douleur à l'hôpital? Comment ça va malgré 19 milliards d'euros depuis le Ségur de la santé? Pas très bien. Des lits fermés dans les 3/4 des établissements du pays, des services d'urgence qui tournent au ralenti. Vous en avez même qui sont complètement fermés, comme à Chinon en ce moment. Vous avez un phénomène aussi de grandes démissions et un vrai risque de rupture de l'accès aux soins pour les malades. À Cherbourg hier donc, c'était son premier déplacement depuis sa réélection. Emmanuel Macron, lui le fils de neurologue, comme il dit, a annoncé le lancement d'une mission flash chargée d'établir le diagnostic d'un système de santé en pleine crise. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Jean-Christophe Gallien est avec nous aussi, politologue, conseiller en communication. Bonjour Jean-Christophe. Et Anne Jouan, journaliste. Bonjour Anne. Bonjour. Vous signez dans Paris Match cette semaine une enquête sur l'hôpital public, enquête intitulée « Les salaires de la honte ». Alors ce serait simple si c'était qu'un problème de salaire et de revalorisation salariale. On voit bien que ça ne suffit pas, puisque malgré des dizaines de milliards engagés depuis maintenant 2 ans, eh bien la situation de l'hôpital continue de se dégrader. Je cite l'exemple de Jeanne que vous avez rencontrée pour votre enquête. 2 fois thésarde, elle bosse 50 heures par semaine. Elle est médecin en CDD depuis 3 ans à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je donne son salaire quand même. 2 fois thésarde, je rappelle. 3 400 € par mois, un petit peu plus. Et alors, elle raconte des choses incroyables, cette Jeanne. Elle dit, regardez, on a 23 lits d'hospitalisation à Saint-Louis. Il faut 12 infirmières de nuit. Il n'y en a que 2, et ce, depuis 14 mois. Voilà, il y a le budget, mais il n'y a pas de candidat. Alors juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, les 19 milliards qui ont été annoncés, c'est sur 10 ans et ça concerne aussi la médecine de ville. Donc c'est pas exclusivement pour l'hôpital. Et vous parlez du cas de Jeanne, les 19 milliards du Ségur ne concernent absolument pas les contractuels. Jeanne est contractuelle depuis novembre 2019. Elle en est à son 6e CDD. Elle peut encore en faire 6. Donc le Ségur donne certaines réponses, mais ne les donne pas toutes. On peut en faire 12 CDD d'affilée et après il faut arrêter quand on est médecin à la PHP, puisqu'en l'occurrence elle travaille pour les hôpitaux parisiens. Alors oui, ce qui est important de dire, c'est que Jeanne est un médecin très spécialisé. Sa spécialisation, c'est la complication du déficit immunitaire. Quand Martin Hirsch est interrogé chez vos confrères d'RTL avant-hier sur la situation particulière de Jeanne, mais Jeanne représente encore une fois 41% de la masse salariale de la PHP qui est contractuelle, il répond: il faut changer d'hôpital ou changer de service. Je pense que c'est pas une bonne réponse. Si vous avez un jour une maladie du sang, vous êtes contente d'être soigné par quelqu'un de ultra spécialisé comme Jeanne. Bien sûr que Jeanne peut aller travailler dans un autre hôpital ou dans un autre service, mais elle a été formée dans ce service qui est un centre de référence de maladies rares. Elle gagne 3 400 € par mois. Elle irait bosser en Suisse, elle gagnerait 10 fois plus. À peu de choses près. Elle gagnerait beaucoup plus, mais ce sont des gens qui ont fait un choix, qui est le choix du public. Et surtout, le public, c'est le choix de l'excellence. En France, si vous avez une maladie du sang, vous ne pouvez pas être soigné dans une clinique privée, parce qu'ils n'ont pas les capacités techniques, ils n'ont pas le plateau technique, et puis ils n'ont pas les capacités humaines et scientifiques pour gérer ce type de maladie. Donc dire à quelqu'un, il suffit de traverser la rue, changer d'hôpital, changer de service pour être titularisé, je pense que c'est une mauvaise réponse. Alors je trouve cette histoire éloquente, Vincent Trémollet de Villers, parce que quand on a cette image de la crise de l'hôpital en tête, on pense tout de suite aux urgences. Enfin, maintenant, il faut dire les soins non programmés, dans le nouveau jargon administratif. On s'imagine qu'il y a qu'aux urgences que ça coince, mais là, on voit que dans des services extrêmement spécialisés, on se dit a priori c'est protégé. Pas du tout. Vous avez des médecins intérimaires. Intérimaires, c'est 41% de la masse salariale. Alors pas intérimaires parce qu'ils n'ont pas le salaire des intérimaires. Contractuels, c'est très différent. Contractuels, pardon. Vincent Trémollet de Villers. C'est-à-dire que quand on se penche sur la question de l'hôpital, de quel bout qu'on le prenne, on arrive à chaque fois, on retrouve tous les maux qui rongent la société française depuis très longtemps. On pourrait parler de l'école. Voilà, exactement. D'abord, Anne Jouan l'a très bien dit, il y a la disproportion entre la promesse du service public et son devoir, son essence, et ce qu'il peut donner. C'est-à-dire qu'on maintient un discours considérant qu'il peut être le pôle d'excellence qu'a décrit Anne Jouan, et en même temps on ne lui donne pas les moyens de l'être. Ensuite, il y a une bureaucratie écrasante dont on a vu l'effet pendant les deux ans de Covid, c'est-à-dire un mélange d'administratif et de sanitaire qu'on a appelé l'absurdistan, dont on ne sait pas
et que les ARS sont incarnés, dont on ne sait pas quelle est la part du sanitaire et quelle est la part de l'administratif. Dans cette bureaucratie, il y a un phénomène que Jean-Pierre Le Goff, qui a beaucoup travaillé sur l'hôpital, a très bien décrit, c'est qu'on a ajouté au réflexe technocratique une espèce de souci managérial de modernité, mal compris, mal senti, mal pratiqué, Oui. qui ajoute à l'anxiété de ceux qui le subissent. Ce que vous avez ensuite... c'est la mise en tableau Excel de l'activité. Le meilleur exemple, c'est quand même la mission Flash. Voilà. Si on imprime tous les rapports concernant l'hôpital qui ont été faits depuis 10 ans, que ce soit l'Inspection générale des affaires sociales, le Sénat, l'Assemblée, que sais-je, je pense qu'on décime la forêt amazonienne. Le problème n'est pas de faire des rapports, le problème est de les lire. La situation, elle est là. C'est un peu comme si vous dites à un malade qui a fait toute sa biologie médicale, tous ses TEP scans, vous lui dites, en fait, ce serait bien d'en passer un 15e, et après, on pourra mettre en place le traitement. En plus, une mission flash au bout de 5 ans, on peut aussi faire une mission flash sur l'état du pays. Enfin, là, il y a quelque chose d'un peu surprenant. Je continue sur les mots. Il y a la sécurité, qui est quand même un des éléments qui existent dans beaucoup d'hôpitaux. Il y a un cas extrême qu'on a raconté dans le Figaro, à l'hôpital de Digne-les-Bains. Il y a des cours de Krav Maga qui sont donnés au personnel soignant pour qu'ils puissent se défendre s'ils sont dans des cas d'agression particulière. Donc, il y a le temps de travail, les 35 heures, qui ont quand même eu des conséquences sur l'hôpital. On a pu profiter des 35 heures, mais finalement, on n'en profite pas, puisqu'il n'y a pas eu de taux de remplacement, et donc on se retrouve avec des gens qui travaillent beaucoup plus, et avec des revalorisations qui sont très faibles. Donc on a tout cet imbroglio qu'on retrouve à l'école, et qu'on retrouve au fait dans tout le périmètre de l'État, on peut peut-être en exclure l'armée, et qui fait que l'État social est l'État le plus en crise aujourd'hui. Enfin, donc, vous savez, les militaires français en OPEX en Afrique s'équipent par eux-mêmes. Hein. Ils achètent leur propre matériel parce que le matériel de l'armée est mais il y a peut-être que le mal-être est moins profond et il n'y a pas cette impression on le sait moins, on va dire. Voilà, de délitement qui est partagée par tous ceux qui le vivent. Jean-Christophe Gallien, moi je trouve qu'il y a deux mots. À la fois, on est dans une forme de soviétisation depuis des années de l'espace public de la santé. Soviétisation, c'est-à-dire bureaucratisation, on rajoute des étages, on fait du rapport, on sort les élus. Rappelons-nous quand même, on est passé de conseil d'administration d'hôpitaux avec des conseils de surveillance. Maintenant, les élus sont les conseils de surveillance, ils peuvent plus rien décider, ils observent. Si vous voulez, vous allez dans une ville, avant, c'était quand même... Et c'était un défenseur profond, l'élu municipal en particulier, de l'usager véritablement. Donc ça a été vraiment, c'est ce que j'appelle soviétisation, c'est-à-dire technotrisation, mais vraiment avec une espèce de volonté presque politique, parce que en fait, en réalité, c'est relié aussi à une privatisation en pente depuis des années. Vous parliez de Pardon, mais on pourra monter à 7 morts sur ordonnance, un film que certains d'entre nous on se rappelle, ça se passait à Clermont-Ferrand, 1975, ça raconte ça, l'excellence du public qu'on va vendre dans le privé. C'est ça l'enjeu. Et les médecins au départ, certains médecins qui sont pas les médecins titulaires, j'allais dire les stars, ils sont depuis des années, comme ils les sont dans l'EHPAD, comme ils le sont dans d'autres systèmes, ils ont été les acteurs de cette privatisation. Et donc c'est une sorte de pantouflage. Exactement. Non, mais, oui, sauf que c'est c'est une énorme bulle économique, et c'est la réalité. Et cette bulle économique, elle est financée grâce notamment au caractère, encore une fois, soviétisé de ce qui se passe dans l'espace public. Donc on a les deux. On asphyxie d'un côté, et de l'autre côté, on gonfle. C'est-à-dire que quand vous voulez vous faire soigner, non pas pour des raisons exceptionnelles, mais pour des raisons permanentes, vous allez dans le privé. Et ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on l'a vu, notamment dans la crise Covid, il y avait des lits inoccupés dans le privé et il y avait plus de lits dans le public. Donc on est dans ce contexte-là, et ça, c'est pas tout à fait possible. Alors le titre de votre papier, Anne Jouan, c'est les salaires de la honte. Et alors, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a eu des revalorisations salariales. Brigitte Bourguignon a dit que c'était très anxiogène. Oui. De quoi? Qu'est-ce qui était anxiogène? De parler des salaires et de parler de la crise à l'hôpital. Je pense que depuis une semaine, quand elle a tenu ses propos avec la mission Flash... Alors pas de bol quand même, il faut le signaler, c'est que les revalorisations salariales, c'est structurellement 13 milliards de plus par an quand même pour les finances publiques. Seulement, on voit bien que le petit bénéfice qui a toujours été perçu comme un rattrapage par les soignants, c'était pas un gain, on gagnait pas plus, on rattrapait ce qu'on aurait dû avoir. C'est complètement mangé en plus là de surcroît par l'inflation. Est-ce que c'est aujourd'hui le sujet central? Est-ce qu'on résout une partie de la crise de l'hôpital? Non, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête des petits détails techniques, puisque vous le savez, le diable est dans les détails. Avant, le salaire de nuit des infirmières concernait une tranche horaire qui allait jusqu'à 7h du matin. Aujourd'hui, c'est 6h. Je rappelle que les infirmières gagnent la nuit 1,07 € de plus brut l'heure par rapport à la journée, contrairement à ce qu'a dit Martin Hirsch, qui ne connaît pas visiblement ces dossiers, puisqu'il parle d'1,43 €. Marisol Touraine a changé cette plage horaire en faisant perdre aux infirmières 1 heure. Donc elles ont perdu 1 € brut par nuit.
par nuit sur tout le mois. Donc, quand vous parlez d'argent qui est mis sur la table, il faut aussi voir ce qu'on enlève de l'autre côté. On peut pas à la fois tendre la main et enlever. Il faudrait peut-être aussi parler du problème des intérimaires qui sont des drogués. Puisque... Alors ça, vous faites allusion à une citation, une phrase prononcée par Martin Hirsch, encore une fois, rappelons-le, patron de la PHP, qui dénonce la drogue douce de l'intérim à l'hôpital. Il dit, voilà, l'hôpital est complètement camé, d'une certaine manière, à l'intérim. Sans l'intérim, il ne pourrait pas fonctionner. Alors, la drogue douce, la question, c'est qui fabrique la drogue et qui la vend. En 2006, avec Martin Hirsch à la tête de l'AP, il y a un changement de paradigme, un changement d'organisation du travail, ce qui fait qu'il y a des départs massifs à cette époque-là de l'hôpital public. Donc, on a recours à des intérimaires. Les intérimaires sont effectivement payés beaucoup plus que les titulaires. Exemple, en ce moment, il y a des gardes qui sont payés 2 000 € net la nuit. Je rappelle que Johan, la médecin dont vous parlez, est payée 220 € net pour une garde. Donc, on a quand même des différences qui sont énormes. Mais la question est de savoir qui a mis en place, qui a permis cette utilisation effrénée des intérimaires. C'est la direction des hôpitaux, c'est Martin Hirsch, patron de la PHP depuis 2013. Ouais, quand même. Après, on connaît la mécanique infernale, c'est-à-dire qu'on prend des mesures d'urgence. Ah tiens, on va prendre des intérimaires pour boucler, et puis ça devient des mesures structurelles en fait. Complètement. Mais ces intérimaires permettent de faire tourner l'hôpital, c'est ça qu'il faut voir. Un discours structurel tel que l'a fait Emmanuel Macron en 2018 dans son discours Ma Santé 2022, où il y avait quand même beaucoup de choses intéressantes dans l'idée de réformer structurellement l'hôpital. Puis on le fait pas. Et pendant les 2 ans de Covid, on dit on va tout révolutionner et notamment on remet en question les ARS, leur utilité, leur organisation, et puis on nomme comme directeur de cabinet du nouveau Premier ministre Aurélien Rousseau, qui était le patron de l'ARS d'Île-de-France. Donc on a déjà l'explication et les conséquences de la mission Flash, qui est que les causes produisant les mêmes effets, on aura des aménagements techniques, on aura peut-être des revalorisations de façade, mais la grande réforme structurelle de l'hôpital n'est pas pour demain. En tout cas, il n'y a pas de signaux qui nous indiquent qu'elle pourrait être lancée très vite. Pour les intérimaires, la question est quand même de savoir pourquoi ces intérimaires existent. Comme les conditions de travail sont extrêmement dégradées à l'hôpital, je crois que tout le monde l'a bien compris. Comme les salaires sont honteux, je crois que tout le monde l'a bien compris. Les gens partent en intérim. Et justement, grâce à ces intérimaires, des services comme celui de Saint-Louis, dont vous parliez tout à l'heure, qui ne connaît que 2 infirmières sur 12, peuvent tourner depuis 14 mois uniquement grâce à ces intérimaires. Oui. Donc avec un surcoût de 10 fois plus cher. Donc plutôt que de leur vomir dessus en leur disant que ce sont des mercenaires, je pense qu'on peut plutôt les remercier. Jean-Christophe Gallien. C'est comme si le quoi qu'il en coûte s'était arrêté au port de l'hôpital, si vous voulez. Vous parliez de la période Covid, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est ça le cynisme et cette hypocrisie absolument abominable. Et en réalité, vous l'avez même dans un élément qui est encore plus fondamental pour moi, la fabrique des médecins. On a dit, on a un numerus clausus, on le fait péter. Mais en réalité, on va voir les résultats de Parcoursup. Autre folie, entre parenthèses. Vraiment une dinguerie, exactement. Et bien, c'est demain. Et bien, les jeunes gens, ils pouvaient même pas, ceux qui veulent devenir médecins, parce qu'en fait, s'il y a plus de numerus clausus, et encore, faut regarder les barrières à l'entrée quand on le regarde précisément, et ben, il y a pas vraiment de place dans les facultés de médecine. Oui. Donc, en réalité, de toute manière, comme on n'a pas augmenté les places, et ben, Parcoursup vous donne pas la possibilité de satisfaire vos choix. Donc, vous allez ailleurs. Donc, il y a une censure, même chez les jeunes, qui voudraient devenir médecins, voire devenir dans la profession de santé. C'est un problème global de la santé dans ce pays. C'est un dernier petit sujet, mais qui m'a frappé. Je l'avais évoqué notamment au ministère de la Santé pendant les années de Covid, en leur disant pourquoi vous ne faites pas une campagne montrant la grandeur des médecins, des soignants que l'on a applaudis aux fenêtres, comme on le fait pour l'armée, comme on le fait pour essayer de créer des vocations et de montrer le supplément d'âme que cette profession, que cette vocation a même. Bon, il y a eu des budgets quand même, on en a claqué de l'argent pendant 2 ans. Il n'y a pas de place. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais le problème, c'est qu'il faut des postes. Et il n'y a pas de place. Il faut des postes. Et il n'y a pas de place à l'université. Il y a tout ça. Merci à tous les trois. Oh là là, quel sujet. C'est un continent sur lequel on s'est engagé. On a fait 50 mètres. Voilà. Merci à tous les trois. Anne Jouan, Vincent Trémollet de Villers et Jean-Christophe Gallien.